Notre invité du jour de Matin Première est le président du CRAN, Louis-Georges Tin. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Victoire, le Conseil représentatif des associations noires de France vient d'obtenir la validation de la création du musée de l'esclavage à Paris. Enfin, il était temps. Nous avons en France 12 000 musées, dans l'Hexagone 12 musées du sabot, 0 musée de l'esclavage. Donc il était temps, effectivement. Pas dans l'Hexagone, il y a des musées de l'esclavage. Dans l'Hexagone, il y a 0 musée de l'esclavage. À Nantes, à Bordeaux, c'est un mémorial. À Nantes, c'est un mémorial. À Bordeaux, vous avez quelques salles dans le musée de l'Aquitaine. C'est pas du tout la même chose. Là, un musée spécialement consacré à l'esclavage en France hexagonale, ce sera le premier. D'accord. Il n'y a pas un musée de l'esclavage à... Vous avez une maison de la négritude. À Nantes ? Non, à Nantes, c'est un mémorial. Il y a le mémorial, oui, j'y suis allé. Ouais. Et vous avez aussi le musée des Ducs d'Aquitaine, où il y a une salle ou deux consacrées à l'esclavage. Mais un vrai musée consacré à l'esclavage, il n'y en a pas. Vous avez 150 musées de ce genre aux États-Unis et dans l'Hexagone, 0. Bien sûr, il y a le Memorial Act en Guadeloupe. Ça fait longtemps qu'on en parle, bien évidemment. Par quoi êtes-vous passé pour en arriver à obtenir ce dont on va parler encore ce matin ? Tout cela est dans le cadre de la campagne que nous menons pour les réparations depuis 2012. Ce musée est une réparation, sera une réparation. Car il faut bien comprendre que les esclaves ont toujours demandé deux choses, liberté et justice. La liberté, ils l'ont arrachée. La justice, le combat continue. Certains disaient, j'ai été déporté, ramenez-moi chez moi en Afrique, c'est l'origine du mouvement Back to Africa. D'autres disaient, je suis en Martinique ou en Guyane, il me faut une terre pour être autonome, c'est l'origine du mouvement pour la réforme agraire. D'autres disaient, je veux une retraite, ou une bourse pour mes études, ou un mémorial pour mes aïeux, ou mes frères et sœurs qui sont morts. Bref, chacun identifiait les besoins qu'il avait, et chacun demandait des réparations. Nous avons continué ce combat. Ce n'est pas un combat qui est né hier matin lorsque le CRAN est né, ça fait des siècles que ça dure. Ce musée est une réparation et ce musée parlera de la réparation. C'est la mairie de Paris qui a validé donc cette volonté de créer ce musée. Qu'est-ce qui fait que cette fois-ci, parce que ça fait encore une fois un certain temps qu'on en avait parlé, c'est la bonne et qu'il verra bien le jour, ce musée ? Vous avez raison. Il y a 2 ans, nous avions proposé également une initiative en ce sens qui n'avait pas abouti. Donc c'est la persévérance. Il a fallu faire du travail de lobbying, de pédagogie, faire pression, faire toutes les choses qu'on fait quand on est un activiste, un défenseur des droits humains. Et puis un jour ou l'autre, ça finit par marcher. Qu'est-ce qui fait que nous avons aujourd'hui la certitude d'annoncer aux auditeurs qu'il verra bien le jour ? À partir du moment où il y a une échéance, voté, il y a quelque chose, il y a un lieu. Alors il y a un vote, donc ça c'est sûr. Vote, ça, la date n'est pas fixée. Maintenant, on est certain, au pire, que ce sera fait avant les JO, parce que ça a été dit. Les JO c'est loin, c'est 2024. Il faut que ce soit bien avant. Mais avant les JO, ça c'est certain, et à mon avis, bien avant. C'est vrai qu'il y avait... ça rentre dans le processus de la réparation. Ça commence par ça, par ce musée, justement. Oui, d'ailleurs, les premiers mots du vœu qui a été voté à la mairie de Paris disent justement cela, rappellent effectivement que c'est dans le cadre de la campagne du CRAN qui avait réuni, il y a quelques années, 150 associations pour demander qu'il y ait une politique de réparation. Donc le mot est dans le texte, donc c'est pas extérieur. Et puis maintenant, il va falloir se mettre au travail, réfléchir au lieu, parce que le lieu n'est pas encore identifié. Nous avons une proposition. Oui, allez-y. Il est certain qu'à Paris, trouver un espace libre, c'est très difficile. Et nous disons sur la terre, c'est compliqué, mais il reste l'eau. La Seine, par exemple, peut être un lieu emblématique. On pourrait construire une galère négrière sur la Seine, selon les plans de l'époque, pour que les gens aient une idée de ce à quoi ça ressemble. Ça ne sera jamais comparable, bien sûr, et on n'est pas dans la peau des esclaves, loin de là, mais tout de même, je pense que ça aurait une vertu pédagogique. Ce serait un musée flottant, un musée mobile par conséquent, qui pourrait remonter sur la Seine, aller vers les villes négrières comme Nantes, Bordeaux, Le Havre, etc. Et ça serait une idée originale qui permettrait finalement d'aller au-delà des contraintes de terre que l'on a à Paris. Ouais, d'accord. La maison de la Marine, à un moment, était... L'hôtel de la Marine était une piste évoquée, effectivement, puisque c'est là, par exemple, que l'esclavage a été aboli par Victor Schœlcher. Victor Schœlcher, c'était où il avait son bureau. Il avait son bureau là-bas. Je ne néglige pas, bien sûr, le rôle essentiel. Ça peut être intéressant. Mais il y a beaucoup de conflits et d'attributions. Voilà, donc c'est très compliqué. On ne lâche pas cette idée. D'ailleurs, la Fondation pour la mémoire de l'esclavage, que nous avons obtenue en mai dernier, M. Hollande l'avait évoqué, a son siège là-bas.
Donc, et nous sommes membres du conseil d'orientation. Donc, il y a une piste qui est possible là-bas, on ne lâche pas l'affaire. Mais, vous voyez, il y a plusieurs plans qu'il faut explorer. Pourquoi pas? Voilà, Intéressante en tout cas. La réparation, Jean-Marc Ayrault y était favorable, ensuite mis de côté. Christiane Taubira, qui plutôt adepte du CRAN également, était au gouvernement. Vous n'avez pas tellement été aidé ces derniers temps. Il y avait des avis favorables et puis finalement, il a fallu encore attendre. Dans ce processus de réparation, dans celui du musée, qui en fait partie également. Ça ne vous a pas échappé, effectivement. Ouais. Il y a beaucoup d'obstacles, des défections, des oppositions. Vous êtes déçu parfois par ces... Oh non. Ou alors il y a les arcades politiques font que c'est plus compliqué parfois et qu'on en est très éloigné. On est déçu lorsqu'on s'en fait des illusions. Nous avons appris à ne compter que sur nous-mêmes, ce qui ne veut pas dire que nous n'ayons pas d'alliés. Je le disais, nous avons rassemblé plus de 150 associations, donc nous ne sommes pas seuls. Mais il faut se battre et parfois même dans son propre camp, convaincre. Et c'est ce travail qui a été fait. Nous avons pris notre bâton de pèlerin et nous sommes aujourd'hui très heureux. Voilà, il faut le dire. D'accord. Parce que lorsque ça ne va pas, ça ne va pas, mais quand il faut dire qu'il y a des avancées, et il y en a eu 2 sur ces questions de mémoire, la Fondation hier, aujourd'hui le musée, il faut aller de l'avant. Ce n'est pas toute la réparation, attention, ce n'est qu'un début. Mais ça fait partie des choses attendues. Par exemple, il y a la réparation pour Haïti. L'argent, les 21 milliards de dollars qui leur ont été volés de 1825 à 1946. Pour avoir leur indépendance. Exactement. Il y a la question de la réforme agraire. Les petits paysans de nos territoires sont les descendants directs de l'esclavage et les esclaves se sont trouvés libres le lendemain, mais aussi pauvres que la veille. Ça aussi, il faut travailler cette question. Donc, je ne veux pas du tout donner l'impression que la question est close, qu'on s'en satisfait. Que vous avez le musée et que pas du tout. Au terminé. contraire, c'est un début. Il y a la Fondation Le Musée et il faut maintenant travailler sur le musée, bien sûr, mais sur d'autres aspects, des aspects très, très divers. Et si l'on devait rappeler à ceux qui pourraient en douter, puisque jusqu'à présent, il n'y a, et vous le disiez en début de cette interview, aucun musée sur l'esclavage, qui existe sur tout le territoire hexagonal, quelle est la nécessité d'avoir ce type d'édifice ? J'ai envie de dire, lutter d'abord contre le révisionnisme. On connaît bien le révisionnisme sur la Shoah, on voit les thèses de M. Forisson, c'est des gens extrémistes qui sont très identifiés. Sur l'esclavage, beaucoup de gens apparemment ordinaires, qui ne sont pas réactionnaires, qui sont même parfois progressistes, sont foncièrement révisionnistes sans le savoir. Je vais vous dire un exemple tout simple. Vous allez au Luxembourg, vous verrez la plaque qui a été mise et là-bas, pour évoquer l'esclavage, on vous dit 12 millions de victimes. C'est absolument faux. Il y a eu dans la traite occidentale, la traite atlantique, plus de 120 millions de victimes. Pourquoi ? Parce que l'esclavage n'était pas un crime contre l'humanité, c'était 3 crimes. Vous avez d'abord les massacres coloniaux, ensuite la déportation et enfin l'esclavage. Les massacres coloniaux en Afrique, eh bien, les négriers eux-mêmes le disent, lorsque on veut avoir un esclave vivant, il faut tuer 2, 3, 4 personnes, parce que les gens ne se laissent pas attraper comme ça. 50 ou 60 millions de morts sur place en Afrique, qui sont les premières victimes de l'esclavage. D'accord. Les 12 à 14 millions de personnes déportées, plus leurs enfants sur 3-4 siècles. On est au-delà de 120 millions. Vous voyez, donc, ça déjà, c'est pas que de l'érudition, c'est une donnée basique. Combien de victimes ? Tout le monde dans les livres d'histoire vous dira 13, 14, 12 millions. Non, on est au-delà de 120, 130 millions. D'accord. Alors, il y a plein de choses comme ça qu'il faut enseigner, parce que sur l'esclavage, on entend des choses inexactes, des horreurs, et il faut remédier à ce défaut de connaissance. Et l'extrême droite a beaucoup diffusé ses idées bien au-delà. Sur cette question du musée, et pour passer à un autre sujet de discussion, comment ça va se passer ? Vous allez participer à des réunions ? Il y a une espèce de calendrier qui est quand même acté ? Il n'y a pas encore un calendrier, mais il y a une méthode. C'est-à-dire, vous l'avez dit, bien sûr, il va y avoir des discussions entre d'une part la mairie de Paris, le Comité national pour la mémoire de l'esclavage, l'État et les associations. Donc ça va se mettre en place d'ici quelques semaines, je pense très rapidement. Nous sommes en train de prendre les rendez-vous pour que tout cela se mette en place. Donc c'est normal, tout va bien. Tout va bien. Vous vous êtes attaqué parallèlement aux places Colbert, et lycée d'ailleurs, j'imagine, également, dont vous contestez la légitimité. Pourquoi ? Effectivement, Colbert est à la fois celui qui a préparé le Code noir, qui a légalisé
l'esclavage, crime contre l'humanité, et celui qui a fondé la Compagnie des Indes occidentales de sinistre mémoire. C'est-à-dire qu'en matière de crime contre l'humanité, c'est à la fois la théorie et la pratique. On a en France des lycées et des collèges Colbert où c'est marqué liberté, égalité, fraternité, alors que Colbert était l'ennemi de la liberté, l'ennemi de l'égalité, l'ennemi de la fraternité. Il y a là une contradiction manifeste. Et donc on dit, bien sûr, il faut enseigner Colbert à l'intérieur des lycées, mais ne pas le célébrer à l'extérieur sur le fronton. D'accord. Alors, il faut débattre ou expliquer davantage. Oui, Colbert, mais aussi Colbert, quoi. Parce que ça non plus, on ne le dit jamais. Colbert est un ministre de l'économie. Le rédacteur du Code noir. Mais il a l'origine d'un crime contre l'humanité. Retirer son nom sur la façade, mais l'enseigner davantage. Le lycée Colbert de Paris, par exemple, la façade est très belle avec Colbert, mais à l'intérieur, vous avez un site internet qui vous explique qui était Colbert, sur 30 lignes, pas un mot sur l'esclavage. Comme si le crime contre l'humanité... Est-ce qu'il faut débattre? Alors, c'est bien de soulever la question, justement, autour de Colbert. Est-ce qu'il faut pour autant débaptiser ou en profiter pour expliquer? Non, débaptiser, parce que sérieusement, on ne peut pas ainsi célébrer l'auteur d'un crime contre l'humanité. On ne peut pas avoir un lycée Pétain et même expliquer Pétain, maréchal et collabo notoire, ça ne passe pas. Personne n'accepterait ça. Je ne vois pas pourquoi on accepterait le deux poids, deux mesures. Idem pour l'enseigne, au Nègre Joyeux, une enseigne d'une ancienne chocolaterie parisienne des années, là je ne sais plus, qui va être elle aussi débaptisée. Pareil, pédagogie ou censure. Certains s'opposent, même s'ils comprennent, mais disent vaut mieux en parler, recontextualiser ce que signifiait cette affiche au Nègre Joyeux dans le 5e arrondissement de Paris. 5e arrondissement, place de la Contrescarpe. Votre sentiment, vous, là-dessus, il faut retirer? Alors, moi, je pense que c'est légèrement différent. Pourquoi? Parce qu'un nom de rue est choisi par une ville pour célébrer un héros. Là, ça n'a pas été choisi par une ville et ça ne célèbre pas un héros. Il est certain que cette enseigne donne une image enchantée du colonialisme et de l'esclavagisme. Bien, maintenant, moi, mon souhait, c'est que l'on puisse en effet avoir un discours simple, clair là-dessus. Lorsque le musée de l'esclavage sera en place, cette enseigne pourra l'y rejoindre aisément. D'accord. Quelle est votre position sur la discrimination positive? Je suis pour, à condition qu'on change le mot, puisque une discrimination n'est jamais positive. Aux États-Unis, on dit affirmative action, pas besoin d'être agrégé d'anglais pour comprendre qu'il faut traduire par action affirmative. C'est ce qu'on fait en France depuis tout le temps. Par exemple, l'impôt, normalement, n'est pas le même pour les riches et pour les pauvres. On a fait la parité. On fait, par exemple, hommes et femmes, oui. Voilà, on a fait par exemple des ZEP pour donner plus de moyens, soi-disant d'ailleurs, dans des quartiers défavorisés. Donc on fait des politiques d'action affirmative pour donner plus à ceux qui ont moins. En revanche, il y a des critères sur lesquels on ne veut pas le faire. Donc ça, c'est un problème. C'est-à-dire qu'on veut bien réduire l'égalité entre riches et pauvres, quoique, entre mes femmes, quoique, etc. Mais entre noir et blanc, alors là, non. Jamais. Les statistiques ethniques? Nous avons lancé ce débat, donc nous sommes pour, évidemment. Ah, c'est vous qui avez lancé ce débat? C'est nous qui avons le débat. D'accord, pardon. Absolument. Très bien. Donc ça a été à la une du Parisien en 2007, une enquête que nous avions faite avec la Sofres, qui a bien montré d'ailleurs que, c'était pas du tout illégal. Le CSA, qui aujourd'hui, évidemment, fait des statistiques ethniques chaque année. Vous verrez sur leur site, ils examinent le nombre de femmes, par exemple, mais aussi le nombre de personnes non blanches. Et avec ces chiffres-là, ils vont voir les chaînes depuis 2009 en leur disant « Franchement, si vous êtes à zéro, vous ne pouvez que progresser et vous devez progresser. » Et c'est très important, nous avons d'ailleurs poussé le CSA en ce sens. Aujourd'hui, on est en France à 16% de personnes non blanches à la télévision. 16%, c'est très bien. Le problème aujourd'hui n'est plus une question de quantité, mais de qualité. Parce qu'il y a suffisamment de Noirs et d'Arabes et d'Asiatiques, on ne va pas demander qu'il y ait 80%. Voilà. En revanche, vous avez toujours les mêmes stéréotypes, le Noir qui fait rire, l'Arabe qui fait peur. Et nous n'avons pas vocation à être ridicules ou effrayants. Donc il faut travailler sur le qualitatif aujourd'hui. Mais ces chiffres-là sont légaux, sont utiles, sont en place et on fait avancer le schmilblick. Et vous êtes favorable à ce que ça soit étendu à d'autres recherches également? Par exemple, sur la question du contrôle au faciès, nous avons été les premiers à faire une enquête de statistiques ethniques sur cela. Sans statistiques ethniques, vous ne pouvez pas le prouver. C'est clair. Et donc, aujourd'hui, on le sait, ça a été même reconnu par le ministre de l'Intérieur de l'époque, M. Hortefeux. Maintenant, il faut en tirer les conséquences. Le festival afroféministe C'est une très bonne chose, oui. Allez-y. Oui, non, mais pour rappeler, qui faisait un festival dédié aux femmes et uniquement aux femmes noires, avec des conférences réservées aux femmes noires.
je suis favorable au mouvement afroféministe. Cette question de la non-mixité, je comprends qu'on puisse être divisé, mais je suis très surpris que des gens qui, pendant des années, ont laissé les ghettos dans toute l'Île-de-France ou ailleurs se constituer, brusquement s'étonnent qu'il y ait des ghettos. Choqués. Mais dans le contexte d'aujourd'hui, qu'importe pour ce qui a été fait. Mais c'est très important, parce que ce sont des gens qui ont organisé les ghettos, qui viennent critiquer la non-mixité. Très bien, mais sur le principe que ce soit non-mix, justement, quel est votre sentiment là-dessus? Eh bien, cela existe partout. Non mais c'est vrai, excusez-moi, le CAC 40... C'est pas parce que ça existe quelque part qu'on doit le valider. Non. C'est le deux poids deux mesures. C'est-à-dire qu'il y a des associations juives qui sont non mixtes, des associations homosexuelles qui sont non mixtes, des associations féministes pour autant qui les sont non approuver? mixtes. Pourquoi est-ce qu'on fait un débat spécialement sur les féministes noirs? C'est ça qui est intéressant. Non, je fais pas de débat. Moi je suis pour l'égalité. C'est mon credo. Ouais. Donc si on dit aux féministes non mixtes, ce n'est pas bien, vous ne pouvez pas faire ça, je dis très bien, fermons tous les lieux non mixtes. Il y a des clubs de riches qui sont non mixtes. Vous avez quantité d'associations non mixtes, les syndicats non mixtes. Et c'est pas pour autant qu'on doit les approuver. Vous avez publié de nombreux ouvrages et vous continuez d'en faire, censés justement faire avancer les consciences. Bravo, parce qu'il y a des travaux importants à travers ce que vous avez fait. Vous conservez toujours cette motivation? Plus que jamais. Plus que jamais, parce que... Quand on voit le résultat. D'abord, parce qu'il y a des résultats, en effet. Donc, nous ne sommes pas du tout dans la morosité. Et deuxièmement, parce que les problèmes sont réels. Nous sommes en train de travailler en ce moment, par exemple, sur les stagiaires, parce qu'il y a des choses concrètes. Les stages avaient été faits pour être un tremplin vers l'emploi. Aujourd'hui, c'est devenu un frein à l'emploi. Beaucoup de jeunes, soit sont dans des milieux défavorisés, soit n'ont pas la couleur ou la tête de l'emploi. Et donc, il faut travailler sur ça. Il y a plein de sujets qu'il faut traiter. Donc, moi, je dis, nous avons les moyens d'agir. Nous avons aujourd'hui la capacité d'agir. Il faut se mettre au travail, tout simplement. Merci beaucoup, Louis-Georges Hotard, d'être venu. Je rappelle que vous êtes le président du CRAN et que vous êtes essentiellement venu nous parler de la création, la validation en tout cas de la création du musée de l'esclavage à Paris avant 2024, avant les JO. Absolument. On l'espère bien avant. Merci à vous d'être venu ici à ce micro de l'invité du jour. Il est 11h32.